Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Bon. Mansour, bonjour Brice. Bonjour J'espère Aurore, bonjour que vous Mansour. nous entendez bien. N'hésitez pas à nous dire dans le chat. Donc nous sommes en direct sur Twitch ainsi que sur LinkedIn pour s'intéresser à un vaste sujet qui est le CV Tech parfait, en compagnie donc de nos deux experts qui vont se présenter, Brice et Mansour. N'hésitez pas à participer, à poser vos questions. On prendra toutes vos questions et ce sera d'autant plus interactif. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, qui seraient peut-être arrivés là par hasard, nous, on est la White Code School, on est une école de formation au métier de la tech. On propose des formations intensives de quelques mois, ce qu'on appelle des bootcamps, des formations en alternance, ainsi que des formations courtes en ligne, plutôt pour de la montée en compétences, et dans 5 domaines, donc le développement web, la data et l'intelligence artificielle, le design, l'IT et la cybersécurité, ainsi que la gestion de projet. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au CV parfait. Alors il faut savoir que une partie de nos élèves vient de terminer sa formation en bootcamp et sans doute à la recherche de sa première expérience professionnelle dans son domaine, donc que ce soit une recherche d'alternance ou un premier job dans la tech, qu'on va se demander comment structurer un peu ses CV, comment mettre en avant ses compétences, est-ce qu'on doit ou non mentionner ses expériences passées lorsqu'elles n'ont rien à voir avec le domaine. Et puis, s'intéresser aussi au sujet de l'IA, comment passer le screen IA des CV qui est beaucoup utilisé aujourd'hui. Et est-ce qu'on doit nous-mêmes utiliser l'IA quand on fait son propre CV? Et donc, on a nos deux experts, donc Brice et Mansour, pour s'intéresser à ce sujet. Je vais peut-être vous laisser vous présenter. Qui veut commencer? Brice, je te laisse la parole. Merci Mansour. Bonjour à tous, donc Brice Sozo, originaire du Cameroun et ingénieur en data, ingénieur en software engineering et plus spécialement en data. Donc j'ai été apprenti chez Renault pendant 3 ans, ensuite j'ai travaillé en tant que data engineer et sur ma dernière expérience, je suis plutôt entre la data et l'IA, donc créer des modèles d'IA et les déployer dans le cloud pour des entreprises telles que des cabinets d'avocats. Et en ce moment, je travaille sur CV sur mesure, qui est un outil pour adapter des CV à chaque offre d'emploi. Donc l'idée, c'est d'avoir pour chaque offre d'emploi un CV bien adapté, donc sur mesure. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis avec vous aujourd'hui. Et merci pour l'invitation, Avec Aurore. plaisir. Et moi, c'est Mansour, je suis cofondateur et CEO de Mentor Goal. Mentor Goal, c'est une entreprise qui a 5 ans. On développe une solution digitale pour aider les établissements de formation dans l'accompagnement et le placement de leurs étudiants en alternance. Il y a aussi une interface pour l'étudiant qui lui permet d'avoir accès à des offres d'emploi de différents job boards et de son école, de postuler, de pouvoir relancer un peu tout ça. Voilà. Et il y a un espace entreprise où les entreprises partenaires de l'école peuvent déposer des offres. On travaille avec la Wild Code School voilà depuis quelques mois et voilà, c'est un plaisir d'être là. Merci Aurore pour l'invitation. Merci à vous deux d'y avoir répondu. Peut-être avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet et d'être un peu plus complet, moi j'ai une question très très rapide. C'est d'après vous, est-ce qu'un CV dans le domaine de la tech doit être différent d'un autre CV quand on le pense? Vas-y, Mansour. C'est une bonne question. Pour moi effectivement un CV dans la tech, il- la tech c'est un métier, c'est un domaine où on doit être à la fois précis sans être trop précis. Donc je trouve que faire un CV dans la tech c'est un petit peu plus difficile que dans un autre domaine. Pourquoi? Parce que on utilise plein d'outils, on utilise des langages, on utilise voilà, il y a plein de métiers dans la tech. Donc pour moi, le métier, enfin un CV dans ce secteur-là, il doit en tout cas être travaillé de manière professionnelle, surtout au niveau des compétences.
Et voilà, je pense qu'on pourra y revenir, mais également au niveau de comment on valorise une expérience. Quand on est commercial, on peut dire qu'on a eu tel ou tel résultat assez facilement. Et en fait, la question, c'est comment, quand on est dans le milieu de la tech, développeur, chef de projet, on va pouvoir valoriser ce qu'on a pu faire. Donc oui, il y a quand même des spécificités propres à la tech, selon moi. Personnellement, je vais rejoindre Mansour sur le fait que à la tech, c'est assez particulier comme secteur. Moi, ce que je vois vraiment comme particularité, c'est que c'est un secteur dans lequel on peut, surtout pour tous ceux qui touchent au code, on peut créer. Ce que j'aime beaucoup de la tech, c'est qu'on peut créer, il y a de la créativité et on peut faire des choses. Donc, une composante qui est très importante pour moi dans un CV tech, c'est la composante projet. C'est l'endroit vraiment où on va pouvoir s'exprimer et pouvoir créer des outils, enfin, plein de choses soi-même, hein, des sites web, plein de choses qui vont permettre de pouvoir démontrer ses compétences au travers d'un portfolio ou d'un GitHub. Donc, par exemple, les CV Tech, c'est les seuls sur lesquels on va avoir un lien GitHub, enfin, en général. Ouais. Donc, il y a cette particularité-là qui, pour moi, n'est pas négligeable sur les CV Tech. Et je rejoins Mansour sur tout ce qu'il a dit aussi. Ok. Et alors, si on s'intéresse justement à la partie compétences, pour vous, c'est quoi une compétence sur un CV? Comment ça s'adapte à l'offre? Comment ça se présente et qu'est-ce qu'on doit mettre en avant exactement? Mansour, peut-être? Alors, sur justement, quand je voulais parler des compétences un peu plus tôt, c'était une compétence, c'est pas simplement par exemple, un langage. Par exemple, on va avoir le langage PHP Symfony, enfin, framework, langage, et c'est très facile d'écrire PHP Symfony. D'ailleurs, quand on voit des CV, on voit souvent une liste de, de technos comme ça qui sont notés sur le CV. Et en fait, le recruteur, il sait pas quel est forcément le niveau de la personne. Et donc, ce que j'aime bien conseiller, moi, aux étudiants que j'accompagne, c'est de donner en fait deux, trois choses, c'est-à-dire deux, trois choses supplémentaires. La première, c'est euh, est-ce que c'est de mettre un verbe, un objet, un complément. Au lieu de dire, par exemple, je maîtrise euh, PHP Symfony, c'est que j'ai développé un projet, donc un objet, c'est un site web en PHP Symfony. Et donc, ce que j'aime bien aussi voir sur les CV, c'est quand la personne, elle met PHP Symfony, elle met deux points, elle va mettre deux, trois intitulés de projet qu'elle a fait en PHP Symfony. Ça va venir donner de la matière et j'ai pas juste mis ça alors que je suis débutant, je vais venir prouver que en face, j'ai quelque chose que je peux prouver cette compétence sur le CV. Et sur la même lancée, justement, les compétences, effectivement, on va souvent, un conseil aussi souvent qu'on donne, c'est de catégoriser les compétences. Donc, on va les mettre dans des différentes catégories, parce qu'il y a des langages de programmation, il y a des frameworks, il y a plein de choses. Mais surtout, c'est aussi de pouvoir les lister dans ces réalisations. Donc, par Yes. exemple, développer une API dans une expérience, développer une API avec FastAPI et en mode asynchrone. En fait, ça montre aussi de ce type de détails, ça montre une forme d'expertise avec des détails sur des choses qui sont propres à l'offre d'emploi, des choses qui sont propres au framework qu'on a utilisé, et utiliser comment dire, un vocabulaire qui est technique et qui finalement montre aussi qu'on a fait des choses vraiment qu'on a développé une API en mode asynchrone avec FastAPI. Ça fait sortir du lot un peu plutôt que de mettre FastAPI juste dans la liste des compétences, quoi. Et ça, on peut le faire autant dans les expériences professionnelles que dans les projets personnels ou académiques. Et Et justement, parfois, pour... pardon, Je t'en prie. je vais simplement dire, et parfois quand le recruteur va lire le CV et qu'il va voir que l'étudiant parle enfin, sait de quoi il parle, l'étudiant ou la personne qui recherche un emploi, euh, en fait, il va sentir une connexion parce que parfois l'entreprise elle-même utilise des technos similaires ou à un moment donné dans le développement de l'entreprise, ils ont dû faire un choix entre une techno du style Fast API et une autre techno.
et il se dit, ah bah au moins le candidat maîtrise Fast API. Bon, c'est pas ce qu'on utilise, mais quand même, je vois qu'il maîtrise le concept global. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire la différence, en tout cas. Et justement, donc des compétences aux expériences, pour ce qui est des expériences, comment il faut les catégoriser, comment les structurer? Alors, au global, mais j'ai une autre question sous-jacente, c'est que nous, on a beaucoup de profils en reconversion et qui se demandent toujours, est-ce que je dois mettre mes expériences d'avant sur mon CV? Est-ce que je dois toujours les faire figurer? Et si oui, comment? Mais donc, la question peut-être plutôt au global, d'abord. Je dirais que globalement, les compétences, enfin les expériences, il y a des conseils comme ça, qu'on peut dire «bateau» entre guillemets, mais je trouve qu'ils sont très pertinents. C'est la méthode STAR, situation, tâche, action et résultat, qu'on peut transférer dans un CV et décrire chacune de ces expériences, avec cette méthode. Et on peut la simplifier simplement en action, contexte, résultat. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, dans quel contexte et pour quel résultat? Souvent, quand je discute avec des étudiants, parce que j'accompagne aussi des étudiants des fois pour des CV, ils n'arrivent pas à trouver ce qu'ils ont fait, ils n'arrivent pas à trouver de chiffres les stages qu'ils ont eu à faire. Et pour eux, ça n'existe pas, enfin, il n'y a pas de chiffres à trouver, sauf que quand on creuse un peu, il y en a toujours. Donc, par exemple, être dans une équipe internationale où il y avait 3 nationalités, où on a été 10 dans une équipe, j'ai dû communiquer avec 10 personnes, switcher entre l'anglais et le français, et puis même peut-être l'espagnol. Enfin, c'est d'éléments qui montrent un contexte particulier. Quand on parle de résultats aussi quantifiables, c'est ce qu'on a pu ramener comme résultat. Est-ce que on a pu comment dire, optimiser les performances une fois de plus d'une API, d'un modèle, enfin des trucs comme ça. Et puis il y a, voilà, sur comment décrire ces expériences, il y a pas mal de choses à voir. Il suffit de creuser, même dans la tech, même dans le développement, il y a souvent des chiffres à retirer des expériences qu'on a eues. Ouais, donc la partie résultat qu'on a tendance à un peu à oublier parfois. Ouais. Donc et aussi qu'on attribue souvent, on se dit, dans les gens qui font du marketing, ils vont forcément, par exemple, avoir des résultats. On dit souvent, oui, bah, je fais pas de marketing, donc je peux pas avoir de chiffres. Que si, on peut avoir des chiffres. Travailler sur le cloud, le fait d'avoir réduit les coûts de consommation en cloud, par exemple, c'est un chiffre important. C'est hyper important pour une entreprise, notamment une startup qui n'a pas forcément les sous, mais même dans des grosses entreprises, je pense que les économies sont intéressantes à faire partout, et montrer qu'on a pu aider à faire ça dans une entreprise, c'est valorisant, quoi. Et puis on voit aussi que non seulement on a fait des choses techniques, mais on a du recul par rapport à ça. Je pense que ça montre aussi qu'on peut prendre du recul et se projeter sur les enjeux finalement de l'entreprise et pourquoi on est là finalement. C'est super pertinent. Merci Brice pour ces conseils. Quant à moi, en fait, ce qui peut être intéressant quand on pense à un CV, surtout d'une personne en reconversion professionnelle, c'est qu'elle se dit son CV, il faut que ça soit aussi pertinent qu'une recherche Google. C'est-à-dire que quand le recruteur va vouloir en savoir plus sur moi, il va taper des mots-clés, et en fait, il faut que ce qui est le plus pertinent apparaisse en premier. Si par exemple, j'ai été infirmier ou pompier, peu importe, pendant 15 ans de ma vie, et maintenant j'ai fait une formation à la Wild, et puis voilà, je sors de la Wild, et je cherche un travail. Et ben, mon expérience de pompier, même si elle représente la majorité de ma vie professionnelle, elle ne peut pas prendre la majorité de mon CV. Si je cherche un poste de développeur, par exemple, en fait, il faut que les informations dans mon CV soient triées de manière pertinente. Euh, Pour, euh, pour, euh, pour, pour être concret, toutes les expériences qui sont en lien avec le métier de développeur web, je vais le mettre le plus haut possible. Si j'ai fait un stage, une alternance, je vais le mettre le plus haut possible. Si j'ai des projets, je vais créer une section projet et je vais le mettre à l'intérieur. Et puis la question qu'on se pose, c'est
ok, mais du coup, si j'ai de l'expérience professionnelle qui a rien à voir avec le métier, est-ce que je le mets ou je le mets pas? La réponse est oui, on le met, mais on lui trouve une catégorie. On le met tout en bas dans une catégorie autre expérience qui permet en fait de dire, effectivement, j'ai fait des choses dans ma vie qui m'ont permis d'avoir des compétences transversales, d'être un professionnel aguerri dans un autre domaine, donc dans le domaine de, bah, j'étais pompier par exemple, mais aujourd'hui, je suis pas en train d'amorcer une reconversion. J'ai effectué ma reconversion et je suis déjà dans ma posture de nouveau professionnel. Je suis pas un professionnel je suis pas un pompier qui essaie de devenir développeur. Je suis un développeur qui était anciennement pompier. Donc c'est vraiment une nuance qu'on peut apporter via le CV, via comment on ordonne euh, les, euh, les différentes catégories dans le CV. Ouais, Merci c'est hyper beaucoup. pertinent. Et si je pouvais juste avoir juste un dernier point sur ce que tu disais, Mansour, c'est aussi que, en fait, des fois, on peut même se retrouver avec une offre, par exemple, de data engineer dans une équipe grosse. Et si on a été avant grosse engineer, bah, c'est super. Enfin, on met très bien en avant son expérience en tant que grosse engineer parce que ça va permettre de se démarquer parmi tous les autres candidats qui n'ont jamais été grosse engineer. Donc, c'est hyper pertinent ce que tu dis, Mansour. Et du coup, il y a même je pense qu'il y a même deux écoles, c'est-à-dire que en fonction finalement des offres, enfin, faut adapter quoi. Mm. Si il y a s'il y a une grosse adhérence avec ce qu'on a fait avant, bah, on peut le mettre en avant, mais toujours comme tu disais, j'aime bien ta formule, je suis développeur qui a été autre avant. Donc, Et pour ce qui est, je reviens du coup aux compétences, pour ce qui est des compétences transférables, par exemple, on a fait de la gestion de projet avant, ou on était, je sais pas moi, on travaillait en service client ou en marketing justement. Comment on les met en avant? Est-ce que elles sont en dessous des compétences et enfin ouais, comment on met ces compétences transférables et surtout comment peut-être on peut les mettre en avant, mais aussi apprendre à les distinguer. Bah, c'est une super question. En fait, je pense que ça sera au cas par cas. Il y a des expériences qui sont un peu dans l'entre-deux. Voilà, j'ai été pompier, c'est quand même très loin du développement informatique, quoique ça pourrait être débattu, mais en réalité, je pense qu'il y a des métiers qui sont à mi-chemin. Par exemple, j'étais chef de projet, maintenant je suis dev. Il y a une proximité. En fait, c'est qu'à un pas. J'ai été commercial, je deviens dev. Là, c'est un peu plus loin. Donc la question, c'est comment est-ce que le tout, je pense que ça pourrait, il y a des expériences qui rentrent dans la partie expérience professionnelle, mais qui ne doivent pas qui ne doivent pas dépasser une certaine place. C'est-à-dire que c'est chaque chose a sa pertinence. C'est plus pertinent si je suis dev de développer mes expériences de dev que de développer mes expériences de commerciaux. Donc c'est plus ça que je dirais. Donc c'est chaque pertinence, il faut savoir peser, ajuster chaque chose, et surtout en fonction de l'offre. Donc voilà, un dev qui a été commercial ou qui a fait du marketing, ça peut être top. Maintenant, il faut savoir faire du cas par cas. ouais. Bah, sur ce point-là, je suis d'accord et je dirais que c'est important aussi de faire un vrai travail je pense un vrai travail d'identification de finalement un peu tout ce qu'on a fait et de vraiment les lister, enfin, avoir une sorte de tableau des compétences finalement qu'on peut transférer, des compétences transférables qu'on a dans son ancien métier. Donc il faut vraiment retourner dans son ancien métier, analyser par rapport à ce qu'on veut faire actuellement, je pense. C'est-à-dire que on peut retrouver dans un métier où on a été contrôleur de gestion, par exemple, je pense qu'on fait beaucoup d'analyse de données. Et si on veut être data analyst, je pense que dans chacune de ces expériences en tant que contrôleur de gestion, on va trouver de l'analyse de données. Et donc, c'est une compétence finalement le simple fait de passer de analyse de données client ou enfin de données de contrôle de gestion ou autre à data analysis, à le mettre en tant que data analysis dans son CV, ça change déjà. Donc, comme tu disais, beaucoup adapté, prendre au cas par cas, mais surtout avoir une très bonne connaissance de ce qui est transférable de mon ancien métier à ce que je vais faire aujourd'hui, avec une sorte de référentiel des compétences, quoi.
Mm. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est aussi intéressant de se mettre à la place du recruteur, à la place de la personne qui va lire, à la place de sa cible Mm. au final, parce que si on sait le type d'entreprise auquel on va postuler, etc., mais en fait, c'est beaucoup plus facile de prendre la décision, pas en fonction de soi, parce qu'on sait jamais, mais en fonction des gens à qui on souhaite s'adresser. Donc, si Ouais. voilà, le petit tips, c'est mets-toi à la place de quelqu'un d'autre, et si tu n'y arrives pas, eh ben, va parler à des gens, écris-leur sur LinkedIn, mais vraiment avec une approche très désintéressée de je cherche, je vous écris pas ou parce que je cherche une alternance ou un job, je vous écris parce que vous êtes en l'occurrence une personne qui pourrait me recruter et j'ai besoin de votre regard et de vos conseils. Ça, c'est très intéressant. Et je pense qu'effectivement, on n'y pense pas souvent et on ose encore moins le faire, mais c'est vrai que c'est clé. N'hésitez pas à réagir dans le chat, que vous soyez sur Twitch ou LinkedIn, et à poser vos questions si vous en avez. On sera un plaisir d'y répondre. Autre grosse partie du CV, ou en tout cas liée au CV, c'est les projets. Pourquoi c'est essentiel d'inclure des projets dans un CV et comment le faire? Est-ce que c'est simplement un lien vers, vers le portfolio? Est-ce qu'il faut le mettre en évidence? Et puis, il y a une vraie question aussi, c'est quand on n'a pas de projet ou pas assez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit créer des projets? Comment on peut mettre ça en évidence? Brice, je t'en prie. Merci. Du coup, pour les projets, bah, ça, pour moi, j'ai une grosse conviction sur les projets. Pour le coup, je milite vraiment pour les projets, pour que les gens fassent des projets, dans la tech en tout cas, parce on a la chance d'avoir des métiers dans la tech où on peut créer, comme je disais, on peut faire des projets. Ça peut être aller sur Kaggle, le plus, je dirais, le plus basique un peu, c'est d'aller sur Kaggle ou aller sur GitHub. Sur GitHub, il y a une section où on peut trouver des idées open source, des idées de projets et partir là-dessus. On peut essayer de contribuer à des projets open source. En fait, pour ceux qui n'ont pas d'idées, il y a énormément de ressources et aussi, on peut simplement faire un post, je pense, sur LinkedIn et demander s'il y a des gens qui ont des projets et qui aimeraient collaborer parce qu'il y en a. Il y en a des gens qui ont des fois des projets, mais qui en ont peut-être trop, qui ont plein d'idées. Donc comment dire, cette fièvre du projet où des fois on peut en avoir plein et on commence, on ne les finit jamais, etc. Donc il y a pas mal de gens qui ont des idées, pas mal de gens qui n'ont pas d'idées. Et je pense qu'il y a une sorte de marché à faire entre j'ai une idée, je veux travailler avec des gens ou je n'ai pas d'idée, mais je veux bosser mes compétences. Et d'ailleurs, on a créé une petite communauté avec des gens là-dessus, sur justement ce principe-là pour faire ça. Donc après, s'il y en a qui veulent bosser sur des idées, n'hésitez pas, sur des projets, n'hésitez pas. Mais pourquoi c'est important les projets, simplement, c'est que ça permet de, premièrement, travailler les compétences et d'être plus confiant là-dessus. Parce que une chose qu'on a en sortie d'école ou même en reconversion, c'est le syndrome de l'imposteur que tout le monde a, c'est normal. Et on a le syndrome de l'imposteur parce qu'on ne se sent pas légitime juste après une formation, parce qu'on se dit qu'on a fait des projets qui sont un peu sur papier et qui forcément doivent aboutir, mais sauf que dans une entreprise, on n'a pas forcément la confiance. Je pense que le projet, déjà, ça a cette vertu-là, c'est que ça permet de travailler concrètement sur un sujet qui peut avoir une finalité et qui n'est pas académique. Donc il y a ça, premièrement, les compétences, mais c'est le syndrome de l'imposteur, mais il y a aussi toutes les galères qu'on va rencontrer quand on travaille sur un projet, parce qu'on en rencontre énormément, et c'est ça qui fait apprendre finalement. Moi, j'ai énormément appris sur des projets sur lesquels j'ai travaillé, et autre chose, c'est les hackathons. Les hackathons, par exemple, c'est une grosse ressource aussi, où en très peu de temps, on va apprendre plein de choses et il y a plein de gens qui viennent pour apprendre. Donc, hyper intéressant aussi. Donc, pour résumer, parce que j'ai été un peu long, mais pour résumer, c'est compétences, syndrome de l'imposteur et galère. Donc, on apprend toujours énormément de ces problèmes, je pense. Donc, c'est hyper important de faire des projets et les valoriser dans son CV. Du coup, on peut les lister dans son projet et les expliquer avec des résultats, même si on en a. Et faire un portfolio en plus dans lequel on met toute la panoplie de projets qu'on a déjà pu faire.
Pour rebondir sur ce que tu dis, Brice, ouais, moi souvent je remarque qu'il y a des étudiants qui font des projets qui sont sur leur GitHub ou pas, mais en fait ils travaillent sur leur projet il y a 2, 3 ans, ou il y a même 6 mois. Ils apprennent énormément de choses et en fait ils prennent pas la peine de revenir sur le projet pour un peu l'améliorer euh, en fonction des nouvelles choses qu'ils ont appris entre-temps. Ça, je pense que ça a énormément de valeur parce que le recruteur technique, quand il vient sur le GitHub et qu'il voit qu'il y a eu des améliorations à quelques mois d'intervalle, etc., en fait, parfois, on n'a pas besoin de repartir sur un nouveau projet. On peut revenir améliorer de nouveaux projets. Ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué qui pouvait être intéressant et qui pouvait avoir un impact vraiment intéressant aux yeux des recruteurs. Euh, la deuxième chose, c'est que le projet, il peut venir de. Pour moi, j'ai identifié euh, trois contextes dans lesquels on peut faire un projet. Alors, le premier, c'est l'école. Je suis dans une école, j'ai des projets. Du coup, je travaille donc voilà à la Wild. J'ai une dizaine de projets. Et en fait, sur mon CV, je peux décider de. Donc voilà, j'ai une bibliothèque en fait personnelle où j'ai 10 projets. Et en fait, dans mon CV, je vais en proposer 3 ou 4, mais les plus pertinents pour le poste pour lequel je postule. Donc c'est voilà, c'est le premier contexte dans lequel j'ai fait des projets et je peux les valoriser dans mon CV. Deuxième contexte, c'est travailler gratuitement, du bénévolat, c'est-à-dire que ce soit pour une association ou même pour une entreprise. Je peux contacter une entreprise et leur dire, je vois que votre site web peut être amélioré. Je vous propose de travailler dessus gratuitement. Je travaille de mon côté. Si ça vous plaît, vous gardez. Si ça vous plaît pas, bah, tant pis. Dans tous les cas, j'aurais travaillé gratuitement pour vous. Et en fait, voilà, on sort de tout ce qui est convention de stage et tout, je le fais dans mon temps libre et c'est un cadeau que je vous fais. Ça me permet de monter en compétences et la consécration ultime, c'est que vous gardiez mon travail, même si j'y gagne rien, c'est quelque chose que je peux réutiliser dans mon CV, dans mon portfolio, etc. C'est juste ça, en contrepartie, que j'aimerais pouvoir avoir le droit voilà, de présenter tout ça. Et donc, voilà, moi j'avais rencontré quelqu'un, je me souviens, pendant mes études, c'était il y a une dizaine d'années, pendant que j'étais en licence, et il me disait, j'avais travaillé 2 semaines gratuitement pour une entreprise, ils n'avaient pas de poste ouvert, ils n'avaient rien, et quand je leur ai présenté mon travail, ils m'ont offert un CDI. Et ça m'a toujours marqué. Je me suis dit, tiens, euh, c'était un étudiant, et pour moi, je me suis dit, mais c'est incroyable de faire ça. Et pour moi, ça a toujours été, il s'appelle Cédric, voilà. Mais ça a toujours été un truc qui m'est resté dans la tête et je me dis, ben, aujourd'hui, c'est faisable. Peu d'étudiants osent, mais en réalité, si on n'a rien à perdre, qu'on a envie de se donner sur un projet qui nous intéresse, sur une entreprise qui nous plaît, ben, pourquoi pas tester ça? Et la dernière aujourd'hui, avec l'émergence de l'IA, ChatGPT, etc., c'est hyper facile de générer un projet tout seul dans son coin, de le faire et de le valoriser. Surtout que on peut pas besoin de faire des énormes projets, on peut faire un projet court qui dure 2 heures ou une demi-journée. On apprend des technos, on peut être accompagné même si on est bloqué techniquement par l'IA. Et en fait, en fin de compte, on apprend ces choses. Donc l'école, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est de travailler gratuitement pour une asso, pour une entreprise. Et la dernière, c'est de générer un projet avec l'IA. Et c'est aussi ça qu'on conseille souvent pour les personnes qui n'ont pas forcément énormément d'expérience, pour leur donner une chance sur le marché du travail. Merci, merci. Ouais, vas-y, C'est Brice. super ce que tu dis parce qu'en plus sur le deuxième point, en parlant d'association, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a Data for Good, qui est une Ouais. association où en gros on fait des projets data qui est ouverte à tous, écos ou pas d'ailleurs. Et c'est hyper intéressant parce que là-dedans, chaque année, il y a un tas de projets dans lequel vous pouvez aller travailler bénévolement et sans contrainte aucune. Donc c'est super intéressant aussi à faire. Bah, merci pour le Data for Good. Et puis pour un témoignage, si je peux dire, c'est que j'ai été dans dans une saison Data for Good, donc j'ai travaillé chez Data for Good et la startup pour laquelle EFIA pour laquelle j'ai travaillé, bah, c'est grâce à Data for Good que j'ai finalement trouvé cette entreprise. Enfin, on a travaillé sur un Excellent. projet, donc finalement l'entretien technique, j'avais passé un peu chez Data for Good. Et c'est Ok. comme ça que j'ai été recruté dans une startup ensuite, grâce à ça. Félicitations.
Oui, Data for Good, on les connaît un petit peu, effectivement, on les salue et c'est effectivement une bonne idée pour avoir des idées de projet. Et merci à tous les deux pour ces idées-là, pour trouver des projets ou générer des projets. C'est vrai que c'est souvent le sujet qui peut un peu limiter ou faire peur. On a dans le chat Margot 3.0 qui nous dit « Super, je suis en train d'intégrer des associations tech pour les aider dans leurs projets. Ça aide dans la confiance en soi. » C'est exactement ce que tu évoquais, Brice. On a tous un petit peu ce syndrome de l'imposteur quand on est junior ou en formation ou qu'on termine une formation, et bosser sur des projets réels ou fictifs et si possible réels, c'est vrai que ça aide énormément. Toujours Margot qui nous dit, il y a aussi Guild Open Tech. Et Nadine qui nous dit sur quel site pour réaliser des projets avec l'IA, s'il vous plaît, comment on génère des projets. Je crois même ne serait-ce que ChatGPT pourrait en générer. Ouais, tout à fait. Exactement, hein, ne serait-ce que ChatGPT, Brice, peut-être que tu as des compliments. Mais voilà, après, c'est juste avoir un prompt, c'est-à-dire que si tu veux, on pourra partager une idée de prompt, mais l'idée, c'est de dire à ChatGPT, voilà, je suis étudiant dans tel domaine, je souhaite faire un projet fictif, mais qui est quand même réaliste sur des missions qui ressemblent à telle mission. Tu peux même copier-coller des missions d'une offre d'emploi qui t'intéresse avec les technos, etc. Réalise un projet que je pourrais faire en 2 heures, en 4 heures. C'est à toi de déterminer le temps nécessaire. Et donc, et que ce projet doit être mis dans un contexte, j'en sais rien, etc., etc. Et donc là, ChatGPT va te sortir un projet, et surtout, s'il te donne pas assez d'informations, tu peux lui dire, bah, ajoute-moi des informations pour pouvoir commencer ce projet, etc. Enfin, bref, et puis ça se fait assez simplement depuis ChatGPT. Et peut-être avant de clore la partie projet, comment on les met en évidence très exactement? Est-ce que c'est dans les expériences? Est-ce que c'est une partie dédiée? Est-ce que c'est simplement dans le portfolio et le GitHub à côté et il faut juste qu'on y mette les liens? Comment on les amène dans le CV? Je vais prendre la parole. Pour ça, moi, j'ai une structure, donc dans CV sur mesure, du coup, j'ai une structure de CV où il y a clairement une section projet dans laquelle on met un titre, une description, des résultats s'il y en a. Enfin, on essaie d'avoir des résultats, comme je disais, et un lien, si possible. Donc le lien, ça peut être un projet déployé avec un lien sur lequel on peut aller directement. Ça peut être le lien du GitHub. La description, on décrit à peu près comme on décrit, pour moi, une expérience une expérience professionnelle finalement, c'est qu'on essaie d'avoir une action, contexte, résultat aussi, si possible. Parce qu'on peut en avoir aussi, c'est pas toujours possible, mais on peut en avoir. Et puis voilà, donc ces 4 éléments, pour moi, c'est un titre, une description, un lien et des résultats éventuellement. Dans le CV, on choisit, comme disait Mansour tout à l'heure, on peut avoir un portfolio avec plein de projets, mais on choisit toujours les projets les plus pertinents pour l'offre à laquelle on souhaite postuler, et on les met en avant. Ouais, pour rebondir sur ce que dit Brice, pour moi, un CV idéal, s'il n'y a aucune expérience professionnelle, il faut des projets, c'est-à-dire 3 projets idéalement qui couvrent 80%, enfin, voilà, une bonne partie, de majorité des compétences et des outils qu'il y a dans le CV. Parfois, on n'a pas ces projets, et c'est pour ça que les générer via IA, c'est pas mal. Pour les plus courageux et pour les plus roublards, ce que je peux même conseiller, c'est de générer des projets qui vont bien, de les valoriser dans son CV et d'envoyer son CV même si on les a pas finis ces projets. C'est-à-dire que l'idée, c'est de travailler rapidement. Et comment en fait on fait, c'est que j'envoie mon CV avec ces projets que je n'ai pas encore terminés, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que entre le moment où je postule et le moment où on m'appelle pour un entretien, en général, je vais avoir plusieurs jours, si ce n'est plusieurs semaines. Alors,
parfois, et voilà, la réalité va me faire mentir puisqu'il y a des entreprises qui vous rappellent le jour même ou le lendemain, ça arrive si vous êtes le CV le plus pertinent de la pile. Mais voilà, en général, comme ça prend un peu de temps, je vous conseille voilà, de valoriser des CV, des projets que vous n'avez pas forcément terminés dans votre CV d'augmenter vos chances. Il y en a beaucoup qui vont dire bon, j'ai pas ce qu'il faut dans mon CV, mais je vais quand même postuler. Moi, je dis attention, prenez quelques heures pour générer des projets, prenez un peu de temps pour remettre ces projets dans votre CV, de postuler avec. Donc, vous prenez votre temps pour personnaliser ce CV et après, l'après-midi, vous commencez à travailler et avec un peu de chance, donc on vous rappelle 2-3 jours après pour vous proposer un entretien 2-3 jours plus tard, ça vous laisse une semaine environ pour mettre un coup d'accélérateur et de terminer ces projets et d'arriver avec quelque chose à montrer. Et puis même si vous arrivez en entretien et que vous n'avez pas terminé les choses, soyez honnête, dites j'ai pas terminé. Par contre, si vous voulez, je peux vous montrer un peu le cheminement de comment j'ai avancé sur ce projet. Voilà, un peu l'idée. Et si je peux rebondir sur ce que tu dis, Mansour, c'est hyper pertinent, c'est qu'au final, même dans la réalité, un projet tech, il est rarement fini. Donc, on peut être en train de bosser, de travailler dessus et en parler clairement et dire, je suis à telle étape. Et un point qui est important aussi, qui vient d'un de mes tuteurs quand j'étais en alternance, c'est de faire des schémas, des graphes, des schémas d'architecture, des graphes, des trucs comme ça, et de les mettre parce que quand on commence un projet, souvent c'est intéressant dans la partie de réflexion, de brainstorming, de penser un peu une architecture, de la poser en graphe et de la mettre sur GitHub. Ça permet aussi déjà d'être structuré, et donc quand on présente un projet qui n'est pas fini, on a quand même l'architecture qui est terminée et lui dire voilà la roadmap entre guillemets et la cible. Je suis à telle étape, donc ça se voit clairement visuellement ce qu'on est en train de faire. Complètement. Ouais, il n'y a pas que le résultat qui compte, mais il y a aussi tout le cheminement et tout le process qu'il faut pouvoir mettre en avant dans ce projet. Très intéressant et très pertinent. On a Margot qui nous dit parfois c'est difficile de tout mettre sur une page, puis il y a les ATS. Alors les ATS, on va y arriver juste là, mais effectivement il y a cette histoire de longueur. Il y a des écoles aussi. Le CV, est-ce que c'est forcément une page et comment on arrive à loger tout ce dont on vient de parler? Si on arrive, alors si on a la bonne taille de police, en fait, il faut que ça soit lisible sans être trop petit. Mais en réalité, il y a aussi il faut bien maîtriser l'outil sur lequel on fait son CV pour essayer de mettre pour bien agencer les blocs, etc. Et puis, il faut savoir être concis, c'est-à-dire avec le minimum de mots possible, donner le maximum de valeur. Et parfois, il faut faire des concessions. Faire des choix, c'est-à-dire je vais moins présenter cette chose. Par exemple, on peut supprimer le brevet parce que le brevet, même si c'est cool, voilà. Parfois, quand on commence à atteindre un certain niveau, on peut enlever le bac. Moi, je me souviens, j'avais énormément de mal à me dire je vais enlever le bac de mon CV. Et pourtant, c'était hyper pertinent de l'enlever. À un moment donné, quand on grandit et qu'on évolue, j'avais une licence d'économie. À un moment donné, ça n'avait plus de sens parce que j'avais d'autres expériences qui étaient plus pertinentes que de mettre ma licence d'économie. Donc, je mettais juste mon dernier diplôme, et ainsi de suite. Donc, il faut savoir faire des concessions parce qu'on a l'impression que le CV, c'est pour soi. Or, non, pas du tout. Le CV, c'est pas pour vous. En fait, le CV, c'est pas votre carte d'identité qui retrace toute votre vie professionnelle et tous vos accomplissements. Faites-vous un CV comme ça si vous le souhaitez, mais le CV, c'est un document commercial pour convaincre quelqu'un de vous recevoir en entretien. Donc, dissociez-vous de votre CV. Vous n'êtes pas votre CV n'est pas vous. Et faites le deuil de ce truc-là voilà, investissez dans un CV comme une entreprise ferait un site web. L'entreprise qui fait un site web, il y a un entrepreneur derrière. L'entrepreneur, il va pas dire oui. Et alors, avant de créer telle entreprise, j'ai créé une autre entreprise avant. J'étais en CDI ailleurs avant. J'ai aussi des compétences en je ne sais pas quoi et je sais voilà. Donc, il faut vous dire que votre CV, c'est votre site web pour une cible qui recherche quelque chose de très spécifique. Si vous êtes développeur web, la personne, elle va rechercher un développeur pour son site web, pour sa plateforme, peu importe. Alors, évitez toutes les choses superflues qui apportent pas de valeur ajoutée dans le fait de prendre la décision
de vous rencontrer en entretien. À toi, Driss. Hyper pertinent ce que tu dis. Effectivement, en fait, c'est aussi une compétence qu'on travaille quand on fait un CV. C'est le fait d'être concis, de savoir être concis, de savoir prioriser. Finalement, faire un CV, pour moi, je pense que c'est aussi une compétence vraiment qu'on travaille, qu'on peut exploiter un peu partout. Le fait d'être concis et de savoir de prioriser les choses. Donc, on ne mettra pas toutes les expériences, on prendra toujours celles qui sont les plus pertinentes. On ne mettra pas non plus, même, c'est bête, mais on ne mettra pas tous nos centres d'intérêt. Parce qu'en fonction des offres, des postes, il peut y avoir des centres d'intérêt qui sont plus pertinents que d'autres. En fait, chaque section, à part peut-être les langues où on peut mettre toutes les langues qu'on parle, mais chaque section d'un CV pour moi est adaptable, doit être sur mesure à l'offre d'emploi, et donc il faut être concis et prioriser ce qui est le plus important pour pouvoir atteindre la fameuse page. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, à partir d'un certain moment, la page, on peut dépasser les 2 pages, on peut dépasser une page quand on commence à avoir un certain niveau d'expérience, mais oui, effectivement, en sortie d'école ou en conversion, ce qui est conseillé en tout cas des retours que j'ai de recruteurs, c'est plutôt une page. Donc, il faut être concis. On nous demande sur LinkedIn des outils pour réaliser nos CV à nous suggérer. Je dirais CV sur mesure. Je dirais CV sur mesure. Pour l'instant, plutôt pour les techs, CV sur mesure. C'est vrai que c'est plutôt orienté tech pour l'instant. Et puis, je suis en plein bêta test, donc s'il y a des gens qui veulent venir aider à améliorer. Mais sinon, je dirais très simple, Word. Word, pour moi, ça reste ça reste un basique pour ne pas trop tomber dans l'effet waouh des CV qu'on essaie d'avoir souvent. Je me rappelle une fois que j'ai un très bon ami avec qui on était à l'école, qui avait 2 ans de plus que moi, qui est très bon. Et une fois, la première fois que j'ai vu son CV, qui est chez OVH d'ailleurs, et la première fois que j'ai vu son CV, je me suis dit, mais avec tout ce qu'il a, comme j'ai eu une sorte de dissonance dans ma tête, je me suis dit, mais avec toutes les compétences qu'il a, comment ça se fait que son CV soit aussi basique? Et puis, c'est le CV qui lui a permis d'entrer chez OVH. C'est le CV qui a fait qu'en face de OVH, il y avait d'autres boîtes et il a choisi. C'est un CV très simple, c'était en LaTeX. Donc, prioriser, pour moi, Word, c'est bien. Parce que Canva, à un moment, on se posait la question a priori, les CV qui étaient téléchargés sur Canva ne passaient pas des ATS ou des trucs comme ça. Bon, je sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas, mais en tout cas, il vaut mieux prioriser ce qui marche et ce qui est sûr de passer les ATS, à mon avis. Après, il y a plein d'outils, il y a JobScan, etc., plein d'outils que j'ai jamais essayé, donc je pourrais pas vous dire. Les ATS, on y arrive. Mansour, tu veux répondre à la question avant ça? En fait, moi, pour répondre à cette question, j'aime beaucoup Canva, en l'occurrence, et que j'assume totalement ce choix-là. Alors, même si je trouve qu'il y a des belles pépites, des logiciels qui sortent et qui sont aussi très bien, en fait, il y a c'est un milieu où il y a énormément de concurrence, et c'est vrai que Canva, voilà, la fondatrice est australienne. Aujourd'hui, c'est une entreprise globale qui sont un peu partout, etc. Et les modèles de CV qui avaient à un moment donné dessus, même peut-être toujours aujourd'hui, ils étaient faits un peu différemment. C'est-à-dire que dans les pays anglophones, on va plutôt mettre le nom de l'université d'abord avant de dire ce qu'on a étudié. Alors qu'en France, on va plutôt dire on a un master 2 en biologie avant de dire que je l'ai fait à l'université de Clermont-Ferrand. Donc, c'est en fait en termes de culture du CV, en France, on marche un peu différemment. Et donc, c'est important d'avoir des CV Canva, mais qui respectent en tout cas des codes de la culture et surtout au niveau ATS. Alors, aujourd'hui, j'ai pas pu vérifier en fait ce qui se dit. Alors, de manière générale, au niveau des ATS, je pense que les gens fantasment un petit peu toute cette partie-là. On pense que un ATS, c'est voilà, comme le videur de la boîte de nuit qui te dit tu passes pas. Euh, Alors qu'en fait, un ATS, c'est un outil qui permet de recevoir des candidatures. Et dans cet outil,
il va y avoir un outil qui s'appelle un parseur, quelque chose. Le parseur, c'est un outil qui permet de récolter des informations qui sont dans le CV et de les formater dans le logiciel, donc dans l'ATS. L'ATS, c'est Applicant Tracking System, c'est le logiciel pour faire le suivi des candidatures à son offre d'emploi. Et donc, le parsing, il y a des parseurs qui sont plus ou moins performants, parce que ces ATS payent un autre service ou ont développé eux-mêmes ce service qui s'appelle le parseur, et c'est eux qui, c'est en fonction de votre CV, et parfois en fonction de l'outil de parsing qui est utilisé, on peut avoir des résultats différents. Alors, pour éviter que, ou en tout cas pour maximiser les résultats de cet outil de parsing, il faut bien mettre des catégories, il faut essayer d'avoir expérience professionnelle dans un bloc, avec les différentes expériences, projet pareil, formation ou éducation dans un autre bloc, etc. Donc voilà, il y a des petites règles à respecter, mais bon, c'est des règles qui sont quand même assez basiques, je dirais. Donc en fait, je pense qu'il faut juste je- voilà, pas trop fantasmer ce côté-là. Nous, ce qu'on fait sur Mentor Goal, c'est qu'on crée des modèles Canva nous-mêmes, qu'on met à disposition des étudiants pour qu'en fait, et c'est en fait les modèles qu'on crée respectent directement en fait cette histoire de bloc, cette histoire de parsing. Donc le parseur récolte bien évidemment les bonnes informations. Mais voilà, tout ça pour dire que Canva, c'est bonne solution. Word, ça peut l'être, mais je trouve qu'il faut bien maîtriser Word aussi parce que si on utilise Word en mode simple, et ben tout ce qu'on rentre dans Word, ça peut très vite prendre de la place. Word, en fait, je trouve que ça marche bien quand on maîtrise un peu tout l'aspect zone de texte, etc. Après, il y a d'autres outils comme MyCV Designer, MyCV Factory, CV Designer, et j'en passe, qui sont aussi pas mal. CV sur mesure, Brice, je te promets de regarder et si c'est bien d'être un promoteur de ta solution. Ça marche. Euh, Il y a mon et CV voilà, parfait donc aussi. Il y a pas mal que j'ai on essayé, CV qui est pas mal. parfait aussi. Ouais. Ok, bah voilà. Brice, tu veux peut-être rajouter quelque chose sur les Non, ATS et le parsing, justement? Est-ce le que... parsing, justement, oui, c'est ça. Je te rejoins en dessous, c'est que le parsing, en fait, effectivement, chaque solution finalement, d'ATS a son parseur, a un parseur. Et du coup, bah, j'en ai testé pas mal parce qu'il y a des outils pour tester un peu ce qu'on appelle entre guillemets la TS Ready, entre guillemets, Mm. mais effectivement, c'est le parsing pour être plus précis. Et chacun des outils donne un résultat différent. Donc, on va passer son CV dans un outil tel que JobScan, Enhance, et d'autres. Et le même CV qui va passer dans ces différents outils qui est censé checker si on est ATS ready entre guillemets, va donner déjà un score différent parce que les scores sont en général sur 100. On va avoir un score différent et quand je dis différent, c'est pas du 51, 52, c'est 50, 80 et ainsi de suite. Donc chacun est vraiment différent. Mm. Et c'est pour ça que il faut aller vers des outils. Donc, par exemple, comme tu disais, Canva, de ce que j'avais entendu, mais toi, tu as l'expérience du coup, donc des outils qui permettent d'avoir le bon formatage. Il y a quelques règles quand même qui sont communes à tous, c'est avoir des sections pertinentes, avoir des dates bien décrire ses expériences, etc. Essayer de mettre des chiffres, des choses comme ça. Donc je pense qu'il faut surtout rester sur cette base-là qui paraît logique pour tout le monde plutôt que d'essayer de fitter chacun des parseurs, enfin, ou en tout cas des parseurs d'ATS. Parce qu'il y en a, par exemple, Mm. qui vont pas détecter, qui vont pas détecter l'image. Donc, je pense qu'il y a pour avoir testé des choses, je pense qu'il y a des parseurs qui Mm. convertissent le CV en image avant d'extraire les informations. Et du coup, si on a mis, donc un exemple de CV que j'ai eu une fois qui était problématique, c'était, j'avais mis mon lien GitHub, mais j'avais mis mon pseudo GitHub avec le lien en fond, donc le pseudo était cliquable. C'est-à-dire que quand on allait sur le PDF, on pouvait cliquer sur mon pseudo qui est juste Brice Photo, mais sans le lien GitHub. Et ben un parseur qui va convertir en image avant de parser n'aura pas le lien. Donc c'est pour ça que c'est Mm. important de toujours mettre son lien GitHub et pas juste son pseudo. Parce que la première personne qui tombe sur un CV, c'est souvent
c'est souvent un RH, et RH n'a pas forcément l'habitude, ou en tout cas ne va pas forcément avoir le réflexe d'aller utiliser ce pseudo sur GitHub, alors qu'avec le lien, il va directement cliquer pour aller dessus. Donc je dirais qu'il y a des règles comme ça qui sont logiques et qui restent finalement propres à tout sur lesquels il faut rester, quoi. J'ai une rapide anecdote là-dessus avant de continuer. Il y a 10 jours à peu près, chez MentorGoal, on a déposé une offre en ligne. C'était une offre sur Indeed de chargé de communication marketing. Et en fait, ce qui est marrant avec cette offre, c'est que en quelques jours, il y a eu 180 candidatures. Et quand je me suis connecté sur LinkedIn pour traiter les candidatures, Indeed m'a dit, voici 10 candidats qui correspondent à ce que tu recherches sur les 180. Il m'a dit, pas besoin, en gros, il me disait, pas besoin de tous les regarder. Voilà, tu regardes ces 10, là, normalement, il y a ce qu'il te faut. Alors, je regarde les 10, et puis, il y avait des bons candidats, mais bon, voilà. Et en fait, je suis un peu, voilà, je décide de pas complètement faire confiance et d'aller regarder les 170 autres candidatures, une par une. Et en fait, les personnes qu'on a décidé de rencontrer en entretien, la majorité se trouve dans les 170. C'est-à-dire que le parsing, ou en fait, je ne sais pas par quelles conditions choix avait décidé Indeed de mettre en avant ces 10 candidats, et ben j'ai bien fait parce que les pépites, entre guillemets, je les ai pas trouvées dans les top 10. J'ai trouvé justement dans cette mer de candidats. Alors c'était très dur psychologiquement, hein, franchement, aller voir 170 candidatures sur un vendredi après-midi, etc. C'est pas mal challengeant psychologiquement, mais bon, en tout cas, on est content d'avoir de cette pas arrêté aux 10 candidats. Donc, un petit message aux recruteurs, ne vous arrêtez pas à ce que vous conseillez le parsing. Parfois, allez voir dans le reste les personnes qui n'ont pas été forcément sélectionnées par vos outils. Et je pense que vous pourriez être surpris. Si les recruteurs nous entendent, s'il y en a qui regardent ce live, on va prendre quelques questions et commentaires. Il y a Gaëtan qui nous dit, le souci, c'est qu'il ne faut pas compresser ni aplatir pour qu'il soit lu par certains, mais moins de mégas. Et on a Théophile qui demandait, est-ce que faire son CV sur Figma passe les ATS? Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais Brice a donné quelques outils pour voir si cela pouvait être compatible. Peut-être que tu peux nous les redonner. Vous pouvez regarder sur JobScan, Enhansive. Je ne sais pas s'il y a un moyen d'écrire quelque part ou pas du tout. Dans le chat directement. JobScan. Alors, JobScan. Et aussi, il y a aussi Resume qui est fait par Jean Millepied, qui est spécialisé pour les CV data, donc pour les gens qui ont des CV data. Il a fait un outil vraiment pour parser les CV data et checker si on a bien tout ce qu'il faut dans un CV data. C'est quelqu'un que vous pouvez même retrouver sur LinkedIn qui crée du contenu sur de la data hyper pertinent. Et Jean Millepied, je vais le mettre son nom aussi. Alors, je crois que tu es en train d'écrire dans le chat privé. Je sais pas si... Je transmets, c'est pas grave. Hop là. Ah, super. Génial. Je mets son nom aussi. Et il crée du contenu hyper pertinent pour les gens qui font de la data, notamment aussi, il parle de projets des fois. Donc ça peut être intéressant de le suivre et d'utiliser son outil Resume qui est très bon pour les CV data. Merci beaucoup. Et puisqu'on est dans les nouveaux outils et dans l'IA, est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser des outils comme ChatGPT ou d'autres outils d'IA générative pour optimiser son CV? Et comment on s'y prend, si oui? Et est-ce que cela peut être détecté, justement? Alors, en tout cas, pour améliorer son CV et pour le personnaliser, je trouve que l'IA, ça peut être un outil qui peut fonctionner. Et je pense que comme dans tout, il faut faire appel à son esprit critique. C'est-à-dire que, voilà, j'utilise l'IA. Demandez-vous, est-ce qu'on sent que c'est l'IA? Est-ce que c'est gênant? Et faites vos modifications. C'est-à-dire que l'IA, c'est un outil, enfin, c'est ChatGPT ou autre, c'est des outils avec lesquels il faut itérer pas mal. Donc, testez des choses et voyez aussi si ça fonctionne ou pas. Lisez-le,
Prenez que les choses qui vous intéressent. En fait, n'hésitez pas à faire votre sauce à votre sauce. Euh, voilà, moi, ce que je trouve intéressant avec l'IA, c'est que ça corrige très bien les fautes. C'est que parfois, ça vous donne des idées sur des choses auxquelles vous auriez pas pensé. Parfois, ça peut être bien verbeux. Euh, dans ce truc-là, ce que je préconise, c'est de lui demander en quelques mots, de lui dire, j'aimerais bien que ça soit moins policé, P-O-L-I-2-S-E. Ce qui fait que il enlève un peu son ton un peu trop sérieux parfois. Euh, voilà, donc c'est grosso modo les conseils que j'ai là. Il faut essayer d'utiliser ChatGPT et l'IA sans se faire choper, pas Mais parce que est-ce ça que fait ça pas peut être sérieux, mais détecté? est-ce que ça peut être détecté? En tout cas, je pense que en dehors du fait que ça puisse être détecté par des machines, ça peut être surtout détecté à l'œil. Le pire, c'est quand c'est détecté à l'œil nu, en fait. Et pour moi, c'est ensuite que quelqu'un prenne le CV et le mette dans un ATS ou quelque chose. En général, enfin moi, ça me gêne pas que quelqu'un utilise l'IA. Par contre, quand on utilise l'IA très vulgairement, très grossièrement, c'est un peu comme les chanteurs qui utilisent l'autotune. C'est pas grave, mais le fait qu'on entende l'autotune et que on se dise ah bah là c'est clairement mal fait, et ben ça c'est ça qui est grave, qui est dérangeant. Voilà. Sur l'IA, alors je vais commencer par la fin. Est-ce que ça peut être détecté à l'œil nu? Certainement. Et c'est marrant parce que souvent, quand vous voyez du contenu généré par IA qui a été copié-collé sans être changé, ça se voit, ça se voit honnêtement. Il y a des gens qui travaillent sur des outils pour détecter tout type de texte généré par l'IA, donc voilà, ça va se faire, même si c'est pas encore au top, ça va se faire. Maintenant, pour moi, l'IA, ça doit être utilisé comme copilote, comme un copilote. Donc, je conseille vraiment d'utiliser comme un copilote, c'est-à-dire que une utilisation que vous pouvez avoir de ChatGPT ou Claude, peu importe, pour générer vos CV, c'est vous avez une offre d'emploi. Donc, je pars toujours de l'offre d'emploi parce que pour moi, il vaut mieux avoir, je pense qu'il vaut mieux candidater sur 10 offres d'emploi, avoir 5 entretiens plutôt que 200 pour un entretien. Oui. Parce qu'on part toujours d'offres d'emploi. Donc, vous prenez une offre d'emploi, vous allez sur ChatGPT, vous lui dites, pose-moi les questions pertinentes ou alors, donc l'approche, c'est on donne le CV plus l'offre d'emploi, son CV actuel. Pose-moi les questions qui sont pertinentes et surtout par rapport à ce qui manque dans mon CV actuel pour cette offre d'emploi. Il va vous demander, est-ce que par exemple vous avez fait, l'offre d'emploi mentionne, je sais pas, DBT, est-ce que vous avez une expérience avec DBT, notamment sur du cloud, donc GCP. Et là, on va pouvoir répondre très fluidement. Ça va permettre d'avoir une expérience assez fluide qui va permettre de répondre et finalement d'avoir à la fin quelque chose, une sorte de dossier de compétences que ChatGPT va nous donner. Et après, c'est à nous de mettre dans l'outil qu'on veut, mais en le formulant nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va on peut demander un tableau à la fin. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais demander une sorte de tableau à la fin avec les sections qui m'intéressent. Et après, je vais rajouter dans mon CV et puis je vais lui demander à la fin, donc une autre utilisation, quand j'ai mon CV, je vais lui donner, je vais lui demander, est-ce que tu peux checker, les fautes d'orthographe, de grammaire, etc. En fait, c'est ce genre d'utilisation pour moi qu'il faut en avoir, mais pas de générer du contenu. On peut demander, j'ai besoin de reformuler la syntaxe de cette phrase, parce que j'aimerais bien dire X ou Y, etc. Enfin, j'aimerais bien dire 5 choses dans la même phrase, j'arrive pas à trouver, est-ce que tu peux m'aider? Il va faire une proposition. Cette proposition, on peut encore la modifier si elle semble trop générée. Mais c'est ce type d'utilisation que je conseille avec de l'IA plutôt que généralement un CV. Généralement un CV, quoi. Voilà, ça se voit et puis ça se verra, ça se détectera bientôt très vite. Donc c'est un outil pour challenger, assister, mais pas du tout pour faire à la place d'eux, quoi. On peut même s'entraîner pour les entretiens. En plus avec la partie, je sais que je suis déjà entraîné pour un entretien avec sur mon téléphone parce qu'il y a sur ChatGPT, il y a j'ai oublié comment ça s'appelle, le chat assistant, en tout cas l'assistant vocal, et ça marche plutôt, voilà, ça peut marcher plus ou moins bien.
Donc c'est ce genre d'utilisation qui peut être intéressant à mon avis avec l'IA. Ok, bah justement, on va en venir aux autres étapes pour conclure et ouvrir un peu aux autres étapes du parcours de candidature, lettre de motivation, entretien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. La lettre de motivation en 2025, est-ce que c'est encore un indispensable? Est-ce que vraiment ça se lit et ça se regarde? Moi j'aime bien, j'aime bien les personnes qui respectent pas les règles. En tout cas, une lettre de motivation, pour moi, la plupart des gens se trompent dans la manière de l'exécuter. Et pareil, ils font une lettre de motivation, comme ils l'ont appris au collège, et que c'était la prof de français qui nous faisait le cours sur la lettre de motivation, alors qu'elle, elle a juste travaillé à l'éducation nationale toute sa vie. C'est pas pour la dénigrer, j'adorais mes profs de français. C'est simplement que la lettre de motivation aujourd'hui, c'est le document qui va permettre de draguer le recruteur pour te donner un entretien. Donc si tu le fais de la même manière où on le faisait en 2005, ça va pas fonctionner. Finalement, qu'est-ce qu'on attend d'une lettre de motivation? En fait, c'est les mêmes choses qu'on attend d'une personne qui vient nous parler. En fait, si la personne vient nous parler, mais juste pour nous parler d'elle, ça va pas le faire. C'est moi, si je passe une excellente soirée avec des gens, c'est parce qu'ils se sont intéressés à moi. Et pareil, si j'ai envie que les gens passent une bonne soirée, je vais m'intéresser à eux. Et par m'intéresser à eux, je veux dire parler d'eux, parler de ce que je remarque chez eux, enfin leur poser des questions pertinentes. Et donc la lettre de motivation pour moi c'est ça, c'est commencer par l'autre. Et trouver des points communs et raccrocher ces points communs, enfin raccrocher des éléments que l'autre va me donner avec des éléments pertinents de mon côté. Et en fait, c'est comme ça qu'on va créer du lien. Alors si je parle de moi, je prends le risque de passer complètement à côté, que les gens me trouvent chiant, etc., etc. Donc c'est pour ça que la lettre de motivation, pour moi, j'aime bien les gens qui sortent du truc en créant un document de motivation, une espèce de présentation Canva dans laquelle ils vont pouvoir dire, voilà, je postule, voici ma candidature pour votre entreprise. Et la première slide, ça parle de l'entreprise. Voilà ce que je sais de vous. Les deux premières slides, même si il y a trop d'informations pour éviter de surcharger, on peut le mettre sur deux slides. Et ensuite, je vais me présenter rapidement, une photo, un petit coucou, machin. Voilà. Et ensuite, je reviens directement sur les missions de l'entreprise qui sont ces défis et comment je peux y contribuer. Et ensuite, parler du coup des différents projets ou des différentes expériences qui vont permettre de résoudre, de montrer que j'ai ce qu'il faut pour résoudre les expériences. Et à la toute fin, je vais parler de si on devait travailler ensemble, voici les modalités, que ce soit une alternance, un stage, un premier emploi, ou même en freelance. Et à la fin, du coup, proposer un entretien, échanger ses coordonnées, etc. Donc ça, c'est ce que j'appelle un document de motivation qui change de la lettre, qui est que de la rédaction, des mots qui se suivent. Là, c'est plutôt des slides, c'est très visuel et ça permet aux recruteurs de se dire, c'est différent, c'est hyper pro et c'est original. C'est-à-dire que sur les 180 candidatures, j'en ai aucun qui m'a fait ça et il y a que lui. Donc, même si je trouve que il y a d'autres candidats pertinents, ben lui, je vais le voir pour son originalité. Voilà. Ah, c'est hyper pertinent ce que tu dis. J'avais jamais pensé à ce format-là, c'est super. Et sinon, hormis le format, je suis tout à fait en phase. Enfin, même avec le format, je suis d'accord avec toi, mais ne serait-ce que sur le contenu, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est effectivement montrer qu'on connaît la boîte et ses enjeux aussi. Montrer qu'on est au fait de ces enjeux, des enjeux du département pour lequel on postule. De montrer en quoi on a même peut-être des convictions qui se rapprochent, des convictions personnelles qui se rapprochent avec ce que la boîte fait. Aujourd'hui aussi, il y a pas mal on parle souvent de sens, etc. Et il y a pas mal de gens qui sont en quête de sens et aussi de boîtes qui ont besoin, qui ont envie de mettre ça en avant. Donc montrer que on est en phase avec des enjeux, avec des préoccupations, avec des valeurs, c'est hyper important. Et après, dérouler sur comment on peut aider dans la boîte effectivement à atteindre les objectifs, les missions.
Ok. Et puis, je pense que de toute façon, ce n'est pas une solution. Et je pense que c'est pas une solution de pas du tout faire de l'aide de motivation, parce que on est toujours moins bien que celui qui l'a fait, je pense. Donc, autant faire quelque chose comme on se disait, quitte à ne pas respecter les règles, autant être original et casser les codes plutôt que ne pas faire du tout, parce que je pense que ça apporte rien de plus que d'autres qui en ont fait. Et pareil, l'utilisation des agents IA là-dedans, j'imagine que c'est comme le CV, c'est pour poser des questions, permettre la réflexion, mais pas pour C'est exactement le rédiger. même, je pense que c'est exactement le même procédé. En fait, c'est des documents différents. On va s'étendre un peu plus dans une lettre de motivation ou un document de motivation que dans un CV. Mais l'idée avec l'IA, c'est toujours d'être en copilote, de toujours essayer de voir que finalement, ce qui est intéressant avec l'IA, c'est que ça peut permettre de vraiment essayer de couvrir 360 degrés de l'offre. Parce que nous, quand on a une offre, on peut avoir tendance à se focaliser sur quelque chose et oublier d'autres choses. Et ce qui est intéressant avec l'IA, c'est qu'on va lui dire, dans les instructions qu'on va lui donner, on va lui demander d'être plus ou moins exhaustif et de nous aider à ne rien rater. Donc c'est là que ça va être intéressant. Et d'aider aussi à se focaliser sur ce qui est intéressant et ce qui est le moins. Donc on peut faire des priorités. Enfin, c'est vraiment dans ce sens-là de poser plein de questions différentes comme on pourrait avoir avec vraiment un assistant de candidature et pas quelqu'un qui fait sa candidature, et pas un assistant qui fait sa candidature, un assistant qui nous aide, qui nous accompagne, qui nous dit ce qui est important, mais pas quelqu'un qui va faire à notre place sans que ce soit pertinent finalement. J'ai l'impression que on cherche un peu partout à optimiser, automatiser, etc. Mais que l'exercice du CV, mais même de la candidature en elle-même, c'est typiquement l'exercice où c'est pas possible, quoi. Je pense que c'est possible, mais comment dire, c'est possible, mais on peut justement passer à côté des offres parce que on a essayé de tout automatiser, qu'il n'y a plus rien qui est organique, qui est original, quoi. Enfin, et c'est ce que je dis souvent, c'est 200 candidatures. Tant que les 200 candidatures sont fades, on a beau envoyer 200 CV qui sont fades, c'est comme multiplier 0 fois 200, ça ne sert à rien. Autant se concentrer, à mon avis, sur quelques offres. Vraiment, pour moi, c'est hyper important de savoir dans quelle entreprise vous voulez aller, de pouvoir, parce qu'un appel, quand on vous appelle et que le fameux appel que vous avez, vous demandez c'est qui, enfin, ok, la boîte vous dit le nom, mais vous savez plus ce que c'est la boîte, vous savez plus ce qu'elle fait, c'est hyper gênant et ça donne pas envie aux recruteurs de continuer. Moi, j'ai eu ces appels quand je cherchais une alternance. C'était hyper gênant. Donc déjà, j'ai eu la première approche de faire un tableau, un tableau Excel de mes candidatures parce qu'on nous le disait à l'école, mais je ne faisais pas ça. Donc la première fois que je l'ai fait, c'est quand j'ai eu le problème, c'est que j'ai eu des appels d'entreprises où je ne savais pas ce qu'elles faisaient. Je ne savais plus quelle offre c'était, dans quelle ville, etc. Sachant que je postulais pour partout en France. Et c'est hyper gênant. C'est mieux d'avoir quelques candidatures et de savoir très bien, de ne pas donner cette impression aux recruteurs que finalement, on est quelqu'un qui balance des candidatures comme ça et puis qui n'est pas forcément hyper intéressé, qui est pas plus pertinent que quelqu'un qui s'est vraiment intéressé, quoi. Donc, c'est dans mon avis là-dessus. C'est pas l'idée, et dans CV sur mesure, je dis par exemple, l'idée c'est de créer un CV facilement, rapidement adapté à l'offre d'emploi, mais l'idée c'est pas non plus d'automatiser le truc, c'est vraiment de faciliter la tâche sans que ce ne soit en flash. C'est pas un flash, c'est vraiment un accompagnateur qui va permettre de faciliter par exemple le fait que on a plein d'infos qui sont sur LinkedIn. Donc une des choses qui sont facilitées, qui sont facilitées dans plein d'outils aussi aujourd'hui, on a plein d'infos sur LinkedIn, on va se servir de ces infos-là directement pour une première passe. Et après, on va pouvoir améliorer, rajouter d'autres informations qu'on n'a pas mises sur LinkedIn parce qu'on ne met pas forcément toujours tout sur LinkedIn. Il y a peut-être des choses qu'on a oubliées, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas envie de mettre, etc. Et on va les enrichir aussi avec dans CV sur mesure. Donc finalement, l'idée c'est pas que ça devienne
c'est pas que ça devienne, comment dire? Instantané, c'est que ce soit juste plus simple et plus efficace. Ouais, tout à fait. Bah, de l'autre côté, moi, je peux comprendre que certains candidats, ils n'arrivent pas à imaginer tout ça sans avoir un modèle sous les yeux. C'est-à-dire que des fois, on a un modèle et ça change tout. Et c'est pour ça que nous, chez MentorGoal, on crée des modèles beaucoup pour que l'étudiant il n'ait pas à imaginer. Nous, en fait, ça fait 5 ans qu'on est dans ce domaine, qu'on essaye qu'on a les problématiques sous les yeux, qu'on rencontre des étudiants, etc. Et qu'on réfléchit à comment aider l'étudiant à décrocher plus d'entretiens. Et pour nous, c'est un état quotidien. L'étudiant, il a une vie, et à un moment donné, il est dans sa recherche, et après, il trouve et il passe à autre chose, ou parfois il trouve pas et il doit quand même passer à autre chose. Et donc, c'est pour ça que euh, une collaboration, même avec la Wild Code School, elle est très pertinente pour ces étudiants parce que on a tous ces modèles de documents de motivation, de comment on peut faire le CV, qu'ils utilisent des outils comme Canva ou autre. Après, c'est vraiment l'étudiant qui choisit, mais au moins il a le modèle, il peut le modifier directement, etc. Et c'est et pour tous les étudiants qui nous écoutent, privilégier des écoles qui utilisent des solutions et qui vous offrent des modèles parce que euh, ça va changer énormément de choses dans votre recherche d'alternance. Vous différencier et en fait l'avantage également, c'est que sur tous les étudiants qui sont présents sur le marché, il y a moins d'1% qui utilisent ces techniques là dont on vous parle, documents de motivation, etc. Il y a très peu d'étudiants, donc en fait, vous pouvez encore hyper facilement vous démarquer de la concurrence, en fait, de tous les étudiants qui recherchent eux aussi une alternance ou un emploi. On va prendre quelques commentaires en ligne. Margot nous dit une offre égale un CV et pas utiliser un CV général pour chaque offre. Alors, Tout à fait, Margot. si je synthétise bien, il s'agit pas forcément de partir d'une page blanche à chaque fois, mais en revanche, oui, bien d'adapter son CV à l'offre, quand bien même ça part peut-être d'un modèle ou d'un tronc commun. Richard B nous dit beaucoup de plateformes, y compris LinkedIn et ses Easy Apply, permettent de n'uploader qu'un CV. Faut-il joindre CV et lettre de candidature dans un même document? J'imagine que l'ATS Parser risque de ne pas bien le traiter. Moi, j'ai une idée des Easy Apply qui est pas très glorieuse ni gratifiante. C'est que pour moi, le Easy Apply, ça joue contre le candidat. En fait, ok, c'est plus facile, mais en fait, ça permet à une entreprise comme LinkedIn d'avoir de l'engagement, de dire, bah, vous êtes une entreprise, vous déposez une offre, c'est top, mais on va vous importer plein de candidats. Et comment on fait ça? C'est que bah, ça va être hyper facile de postuler. Juste les gens, ils appuient sur un bouton et hop, ils sont là. En fait, ça sert LinkedIn et ses intérêts. Coucou LinkedIn, mais ça aide pas forcément ni l'étudiant ni l'entreprise. L'étudiant parce que il n'arrive pas à se démarquer vis-à-vis des autres, et l'entreprise parce qu'elle reçoit un flot de candidats qui arrivent de nulle part et finalement ce que ça crée de la frustration parce que les entreprises, euh, pas toutes, mais certaines, pour pas dire une majorité, n'ont pas le temps de tout traiter, n'arrivent pas à, à faire la différence entre les candidats et finalement faire un choix. Donc moi, le Easy Apply, je n'y crois pas et je suis convaincu qu'il faut mettre un petit peu d'effort, voilà, pas se fatiguer, mais un peu mettre d'effort pour essayer de faire la différence. Et de l'autre côté, on peut être déçu parce qu'on peut mettre de l'effort et pas avoir de retour ou pas avoir ceci ou pas avoir, voilà, mais il faut quand même persévérer, c'est-à-dire trouver un moyen pour que trouver sa vitesse de croisière en fait en termes de qualité, etc. Mais surtout ne pas hésiter de faire des relances. On a un dicton qui dit pas de relance, pas d'alternance, et on y croit fermement. C'est que à un moment donné, la relance, c'est le moyen de se faire rappeler au recruteur. Parfois, le recruteur, bah, il a juste pas eu le temps. Tout le monde n'est pas recruteur de carrière. C'est-à-dire que moi, je suis chef d'entreprise et en même temps, c'est moi qui fais les recrutements, je fais participer l'équipe, etc. Mais c'est pas quelque chose. On n'a pas un recruteur ou une recruteuse dans l'entreprise qui fait que ça. Donc c'est pour ça que la relance, et il y a une personne qui m'a relancé 4 fois notamment, et cette personne qui m'a relancé 4 fois, au début j'avais pas encore traité les candidatures. La troisième et la quatrième fois, la troisième je lui ai dit bah rappelle-moi vendredi. J'ai traité les candidatures le jour même et elle m'a rappelé et je lui ai dit bon bah j'ai traité ta candidature, je suis revenu dessus avec elle et en fait j'avais mis
la candidature sur Indeed, on peut mettre oui, non ou peut-être. J'avais mis la candidature en peut-être. Et du coup, je lui ai dit, voilà, j'ai mis votre candidature en peut-être parce que il y a des choses qui me manquaient. J'ai pu lui poser des questions qui me manquaient. Et, enfin, elle m'a répondu et du coup, on la reçoit en entretien dans quelques jours. Donc, c'est pour dire que les relances, ça permet aussi même si on ne devait pas être appelé, de permettre en fait d'aller accrocher cet entretien, de se donner une chance supplémentaire. En réalité, ne lâchez rien. On a aussi Godson sur LinkedIn qui nous dit: les certifications en ligne sont-elles vues de manière aussi crédible que les diplômes universitaires? Sinon, comment les valoriser sur le CV? Les certifications en ligne, ça dépend lesquelles déjà. S'il fallait répondre de manière brute, je dirais que non. Mais après, ça dépend desquelles, quelles certifications. Je sais que tous les gens qui font du réseau, par exemple, il y a des certifications Cisco qui sont hyper importantes et qui sont très fortes et qui ont un gros impact sur le recrutement des gens dans ce domaine-là. Mais j'aurais pas de réponse classique je pense comme que ça à dépend donner. du domaine, aussi de la spécialisation. C'est ce qui est ça. cloud, data, Mais par exemple, des certifications qui se multiplient, quand on voit sur LinkedIn, par exemple, pas mal de gens poster de nouvelles certifications, des certifications Coursera de quelques heures ou des trucs comme ça. Ça, effectivement, ça ne peut pas avoir le même impact qu'une formation de 5 ans dans une école d'ingénieur. Enfin, ce sera jamais vu pareil. Quand vous avez fait une introduction à l'IA ou introduction au Big Data sur Coursera, si c'est ce type de formation, de certification, non, ça n'aura pas le même impact que 5 ans d'école d'ingénieur. Après, il faut viser aussi, je pense, il y a chez les cloud providers, donc je vais parler vraiment très spécifique, chez les cloud providers, par exemple, AWS, GCP, oui, c'est ça. il y a différents types de certifications. Chez GCP, il y a, je crois, 3 niveaux de certification. Il y a les associates, les professionnels et les architectes, ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, il y en a 3. Mais les associates, par exemple, c'est les certifications début entrantes qui estiment que vous avez à peu près, je crois que c'est 6 à 2 mois, 6 mois à 2 ans d'expérience ou un truc comme ça. Il y a des professionnels qui sont qui estiment que vous avez eu plus d'expérience que 2 ans sur GCP, par exemple. Donc, quand vous passez celle-là, ça a un gros impact. Donc, par exemple, les boîtes de conseil, les ESN, souvent vont financer ces certifications-là pour leurs consultants parce que les entreprises vont être friandes de celles-là. Parce que simplement, c'est des outils qui sont vraiment utilisés dans la vie de tous les jours et que le niveau de certification qui est attendu sur la professional data engineer, par exemple, sur GCP, il est assez élevé. Donc ça peut être hyper intéressant en complément d'une formation, mais j'ai pas encore vu d'offres d'emploi où on demandait ces certifications et que c'était pas grave d'avoir un diplôme universitaire, bac plus 5 par exemple, peut-être comme ça. Moi, pour rebondir sur ce que tu dis, Brice, pour moi, les compétences sont toujours au-dessus des certifications. Parce que, alors, après, voilà, ça dépend toujours des domaines. Il y a des certifications, par exemple en finance, des certifications qui sont hyper importantes. Mais pour moi, c'est compétences d'abord, certification ensuite. Et certaines certifications peuvent créer la différence. Mais je préfère un bon projet ou plusieurs projets euh, qui vont me dire oui, cet étudiant ou ce jeune ou ce candidat a fait comment dire a travaillé et a obtenu cette compétence plutôt qu'une certification et pas d'expérience ou pas de projet derrière qui peuvent me prouver que la compétence est Je suis acquise. totalement en phase avec toi. Je suis totalement en phase avec toi, d'autant plus qu'un projet dans lequel tu as acquis des compétences, en entretien, tu peux en parler. On peut te poser des questions, tu peux parler des difficultés que tu as eues et ça montre une certaine profondeur. Alors que tu auras rarement une discussion sur une certification. En fait, voilà, tu as passé la certification et tu l'as, quoi. Mais un projet, ça donne matière à discussion, même dans un entretien avec un recruteur, quoi.
Très intéressant, merci beaucoup. On s'approche doucement de la fin. On a Florian qui nous dit « Merci à vous de vos retours pertinents sur les relances dans le monde du travail ». On a toujours Godson, je ne sais pas si je prononce bien. Merci à Florian qui est mon meilleur pote au passage. Très bien, voilà. Quels sont les éléments du CV qui, selon vous, ne sont jamais pertinents et qui devraient être évités? Et du coup, j'élargis avec une question plus globale et qui pourrait certainement conclure, c'est en résumé, qu'est-ce qu'on garde pour le CV, qu'est-ce qu'on garde pour la lettre de motivation et qu'est-ce qu'on garde pour l'entretien? Mansour, si tu veux y aller. Les éléments qui sont pas pertinents, qui devraient être évités, hein, c'est statut marital, c'est parfois. En fait, c'est vraiment de bonnes questions. J'ai vu plein de choses et c'est difficile. Ouais, statut marital, c'est des informations personnelles qui sont pas forcément pertinentes pour le monde du travail. Euh, donc ça, c'est voilà toujours le truc à éviter. C'est les choses. Ah oui, un autre truc, c'est les langues qu'on maîtrise vraiment pas bien. C'est-à-dire, un jour, j'ai vu quelqu'un qui avait mis espagnol B1. Je lui dis, Hola, ¿cómo te llamas? Il me dit bien et tout. Donc, et c'est là où je me suis dit, en fait, enlève espagnol, s'il te plaît, de ton CV, parce que ça va pas du tout. Je t'ai demandé comment tu t'appelles et tu m'as répondu bien et toi. Donc, c'est pour ça que voilà, je préfère quelqu'un qui a un très faible niveau d'espagnol qui ne mette pas espagnol, plutôt qu'il le mette et que, en fait, et qui se ridiculise tout, ridiculise tout seul, pardon. Voilà. Donc voilà, quelque chose, ces petites choses-là, et surtout éviter dans la lettre de motivation, de trop parler de vous, commencer par vous. Il faut toujours créer ce lien entre le poste et l'entreprise et vous, dans ce sens-là, plutôt que le contraire. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, je vois aussi, ça me fait penser, parce que j'y pensais pas, mais ça me fait penser que j'ai déjà vu des adresses personnelles sur des CV. Par exemple, c'est pas pertinent du tout et je pense que la ville suffit, même la région, l'adresse personnelle. À part ça, plutôt ce qu'il faut garder, je dirais que faut toujours avoir des expériences, enfin, quand on n'en a pas, des projets, comme on a dit, sur un CV Tech, expérience, compétences, projet. Si pertinent, pourquoi pas intérêt, quand on peut expliquer, pareil, des centres d'intérêt, quand on les met sur un CV, c'est pas juste pour dire je sais faire du vélo. Voilà, c'est pour exprimer aussi des choses qui peuvent être dans l'ambiance de l'entreprise, qui peuvent montrer que vous serez un collaborateur agréable avec qui discuter, par exemple parce que vous avez lu des livres sur un domaine cher à l'entreprise. Donc les intérêts, c'est intéressant à mettre quand vous savez les illustrer par des choses que vous avez fait, si vous avez fait, si vous aimez faire de la randonnée ou faire de l'escalade, vous pouvez mettre je sais pas, la plus haute altitude que vous ayez fait ou les endroits où vous êtes allé ou des trucs comme ça. Ça peut parler à des gens. Donc voilà. Après, j'ai pas d'autres notions sur ce qu'il faut pas mettre. Moi, c'est pas un truc qu'il faut pas mettre. J'ai un truc qui me vient en tête et en fait, à chaque fois que je vois des CV un peu comme ça, je me dis, j'aurais aimé pouvoir le dire un peu à tout le monde. Et là, j'en profite. C'est si jamais vous avez des prénoms composés ou des prénoms compliqués, des prénoms difficiles à prononcer, des prénoms ou même parfois des noms de famille. Alors, c'est un sujet qui peut diviser et j'adore quand même. Je vais en profiter pour donner mon avis. Euh, et que vous vous dites, mais je m'appelle comme ça, mes amis m'appellent autrement et c'est plus simple et c'est plus court, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Moi, ma réponse est c'est oui. Le CV, c'est un document de commercial. C'est pas votre carte d'identité. Par exemple, il m'est arrivé qu'un jour, je tombe sur une personne et son prénom, euh, c'est, euh, c'était Sassy Porn. Son prénom, en fait, elle est d'origine asiatique et son prénom veut dire quelque chose de bon. Et du coup, cette personne, sur son CV, donc elle avait son prénom et elle, dans la vie, tout le monde l'appelle Sunny, ensoleillé, Sunny, S-U-2-N-Y. Et en fait,
elle s'est toujours, elle a toujours voulu mettre Sunny sur son CV, mais elle pensait qu'elle n'avait pas le droit de mettre son surnom parce que c'était un surnom et que si l'entreprise qui l'a recrutée apprenait qu'elle s'appelait pas vraiment comme ça, qu'elle allait avoir des problèmes. Et donc, quand je lui dis, mais oui, tu as le droit, et puis tu as aussi le droit d'expliquer à ton entreprise, etc., elle a été hyper soulagée. Et puis sur son CV, etc., partout, elle a commencé à mettre ça, à mettre Sunny au lieu de son prénom qui, dans sa culture, veut dire autre chose, etc. Et bref, et donc c'est aujourd'hui, j'en profite pour dire aux personnes qui soient français, d'origine étrangère, peu importe, que sur votre CV, si vous avez un nom un peu trop long, vous souhaitez le raccourcir, si vous avez deux noms de famille composés ou j'en sais rien, et vous voulez qu'en mettre un sur les deux, etc., je trouve que ça réduit le. Alors, en fait, c'est pas une question parfois de racisme ou juste mais il y a un biais culturel, c'est-à-dire il y a des prénoms qui sont plus avec lesquels on se sent plus proche que d'autres. Moi, je m'appelle Mansour Endao, 2 syllabes, machin, etc. Il y a des prénoms avec lesquels on est plus proche et parfois un prénom à 4 syllabes ou 5 syllabes, on peut se dire waouh, il y a quand même pas mal de choses, d'informations qui viennent d'un coup. Et donc, c'est pas mal parfois de réduire si on a des surnoms, etc. Et qu'on a envie, parce que derrière, j'ai pas envie de créer des questions de crise autour de l'identité, pas du tout. Mon but, c'était juste d'essayer de dire aux personnes qui recherchent un emploi, si raccourcir votre prénom ou mettre un surnom facilite pour vous le fait de rechercher une alternance en emploi, eh ben, je vous y autorise. Je ne suis personne pour faire ça, mais en tout cas, n'ayez pas peur de le faire. Et je pense que ça s'explique assez facilement derrière. Et sans rentrer dans des considérations politiques ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour vous. Si c'est plus simple, faites-le. Voilà, pour vous, quoi. Voilà. Dernière peut-être question, et ce sera le mot de la fin, et sauf si vous voulez rajouter autre chose, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on garde spécifiquement pour l'entretien? Ah bah, je pense il y a plein de choses. Il y a des anecdotes, c'est important, je pense. On peut pas raconter une anecdote sur un CV, autant en entretien si. Et je pense que c'est important d'en avoir, enfin même de faire des fois une rétrospective pour essayer d'en trouver qui sont intéressantes à raconter. Techniquement, on peut trouver plein d'anecdotes intéressantes à raconter dans un entretien et qui montrent peut-être des erreurs qu'on a faites et comment on a appris et comment on s'est forgé peut-être des convictions, par exemple. Moi, j'ai fait l'exercice à un moment d'essayer de comprendre pourquoi sans avoir fait à l'école du test, énormément de tests, pourquoi j'ai développé l'approche de faire beaucoup de tests dans le code. C'est que j'ai travaillé sur un projet où j'ai changé, enfin voilà, j'ai une anecdote à raconter là-dessus, c'est que quand j'ai travaillé sur un projet où j'ai perdu mon code en une soirée et je pouvais pas revenir dessus. Comment dire, et quand j'ai commencé à modifier, enfin c'était compliqué à modifier, donc les tests m'ont permis, enfin les tests plus tard étaient une approche que j'ai intériorisée pour éviter d'arriver à ce truc-là. Et ça montre comment on peut avoir développé ce qui est une conviction et qui peut être importante pour une entreprise, pour un projet, et qui montre que on ne le dit pas simplement parce qu'on a vu le mot-clé quelque part et qu'on sait vraiment l'utilité de ce truc-là. Donc les anecdotes, pour moi, c'est hyper important pour les entretiens. C'est un exemple, mais il y a d'autres Ouais. choses. Complètement. En fait, pour rebondir sur ce que tu dis, Brice, les échecs, c'est source d'apprentissage, donc en parler, c'est pas mal. Mais des échecs professionnels tournés vers ce qui nous a fait prendre conscience d'eux, voilà. Mais éviter de s'épancher sur des échecs plus humains qu'on pourrait avoir dans une entreprise précédente avec son manager ou ce genre de choses, parce que ça vous décrédibilise et surtout, ça va pas dans le voilà, on peut parler de choses qui sont mal passées, mais rester concis et rester tourné vers voilà ce que j'ai appris et voilà ce que j'ai appris de moi, etc. Mais ne pas critiquer les autres ou les entreprises Bien par sûr. lesquelles vous êtes passé, c'est hyper important parce que voilà. Et sinon, arriver, moi, dans la situation idéale, si je devais chercher une alternance en 2025 aujourd'hui, je viendrais avec un document
un peu comme le document de motivation, mais je viendrai avec un document qui reprend les missions de l'entreprise, comment je compte y répondre. Je viendrai avec 2, 3 projets dans un document pareil que j'explique aussi. Les questions que j'ai à poser à l'entreprise, je les mettrai aussi dans le document. Voilà, en fait, je viendrai comme si je venais présenter quelque chose dans l'entreprise et je viendrai avec une proposition de valeur en disant vous avez des missions, voici comment moi je le ferais, voici ce que je... Et ça a l'air un peu prétentieux comme ça, mais pour moi, c'est comme ça que je préparerais les choses. Je viendrais en disant, bah tenez, j'ai travaillé, je savais qu'on allait se voir aujourd'hui, j'ai travaillé, voici le document que j'ai pour vous. Alors, soit s'il est imprimé, soit c'est un PDF que vous redonnez à l'entreprise. Et voilà, c'est ça que je ferai aujourd'hui en entretien pour mettre toutes les chances de mon côté. Et si je peux rajouter une chose, c'est pas forcément dans le CV, quoique ça peut se mettre dans le CV, mais une chose à côté du CV, parce que l'idée c'est quand même finalement de trouver un emploi, un stage, une alternance, etc. Mais c'est de participer à des événements type meet-up, événement tech, hackathon. C'est hyper intéressant parce que on y apprend énormément. Une discussion peut faire apprendre beaucoup, mais aussi on rencontre des gens qui peuvent être en train de recruter, souvent des organisateurs de meet-up ou des entreprises qui hébergent des meet-up recrutent. Donc n'hésitez pas, comme je dis souvent, à sortir, à vous bouger, à aller rencontrer des gens à des événements, des hackathons et autres. Merci beaucoup. On ne le dira jamais assez, participer à des événements, favoriser le réseau, intégrer aussi des communautés en ligne. Ce sera, je pense, le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux, Brice et Mansour, de nous avoir fait part de vos précieux conseils sur le CV et le parcours de candidature en général. Je vois quelques remerciements dans le chat. Merci à vous de nous avoir suivis. Je précise juste que du coup, ce live sera disponible en intégralité sur notre chaîne YouTube si vous voulez le retrouver. Et puis, nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau live sur un nouveau sujet. Merci beaucoup à vous deux. Merci, Aurore. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Au revoir. Merci, Brice. Ciao. Salut, Mansour.